Du coup, passons à notre quatrième joueur du jour. On va essayer un peu d'accélérer et on est sur donc quelqu'un que tu connais très bien également là aussi, puisqu'on est sur Carmelo Anthony du coup. C'est parti. Et donc c'est à ce moment-là que les gens vont nous insulter, en tout cas moi en particulier, je pense. Donc donc allons-y. De toute Ah, ils façon. seront de mon côté, je pense. Ouais, ils seront de mon côté. Carmelo Anthony, donc 10 saisons sur la décennie. Combien de valuables? On va en parler. On est quand même sur 22 points par match en moyenne sur la décennie. 35 minutes par match également, c'est le 9e total de la décennie. 35 minutes par match en moyenne, c'est beaucoup. Plus de 21 000 minutes au total, c'est encore 21e, presque dans le top 20 donc. 608 matchs, voilà. 7 fois All-Star. 7 fois All-Star, mais All-NBA, c'est différent, vous allez voir. Je sentais qu'on allait y venir. Eh oui, on est obligé, puisque donc 7 fois All-Star, mais seulement 2 All-NBA, une fois en deuxième team en 2013 et une fois en troisième team en 2012. Donc voilà. Alors par contre, il a fait 8 fois les All Defensive Team. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, je me suis trompé de ligne. Je commence à taquiner, il vaut mieux pas que je Non, mais football. après, je sais très bien que je vais avoir du mal à défendre la fin de décennie. Hein, je suis conscient. Au niveau des surnoms, bon, rien de spectaculaire. On a Melo, on a Woody Melo, évidemment. Alors par contre, on en avait un. Est-ce que toi, tu l'as déjà entendu? Sweet Melon. Non. Le melon sucré. Je sais pas, c'est très bizarre comme Ouais, surnom. c'est bizarre. Ouais. C'est Basketball Référence, merci à eux. Donc le parcours, il a déjà 26 ans au début de notre décennie et ça commence plutôt mal pour lui puisque c'est le fameux mélodrama, la saga de Melo qui veut partir et qui veut aller à New York, qui finalement se fait en milieu de cette saison 2011, le 22 février 2011. Donc il part du côté de New York et ils se font éliminer au premier tour des playoffs par Boston. 2012, première saison complète, mais éliminé au premier tour par Miami. L'année où d'ailleurs Jeremy Lin explose, mais n'est pas trop là pour les playoffs, il me semble. 2013, c'est la fameuse année magique, bien sûr. 54 victoires, 28 défaites, deuxième à l'Est, le sixième meilleur net rating de toute la NBA. Mais malheureusement, alors il passe Boston quand même, premier Boston, tour des ouais. playoffs. Seule série gagnée de la décennie pour New York. Mais ils sont éliminés par Indiana, la belle équipe d'Indiana qui était en pleine ascension. Avec une équipe précédente quand même assez décimée de mémoire. Des Knicks, tu veux dire? Ouais, des Knicks décimés avec un Carmelo qui a l'épaule en vrac et je crois que Stoudemire n'est pas au mieux. Ouais. Sachant que Stoudemire n'était plus un facteur depuis 2011, peut-être. C'est ça. Non, mais effectivement. Puis donc 2014, pas de playoff, malheureusement, cette saison-là. Ouais. C'est la saison où il plante 62 points d'ailleurs contre Charlotte, mais pas de playoff à la fin. Free Agency 2014, on se dit, ah bah tiens, il va pouvoir partir peut-être. Il y a des offres de Houston, il y a des trucs comme ça, mais finalement non. Chicago surtout. Chicago, oui, Chicago et Houston étaient les deux principaux, et finalement il re-signe à New York. Et puis, entre guillemets, c'est le début de la fin, malheureusement, parce que l'équipe de New York sera un peu nulle. Et donc 2015, pas de playoff, 2016, pas de playoff, 2017, pas de playoff. L'échange à OKC à l'été 2017, et malheureusement, tu sais contre qui il est échangé à l'époque? Contre Enes Kanter Ouais. et Doug McDermott, qui n'avait pas du tout explosé encore, hein, Doug McDermott, qui n'était pas encore un role player précieux, et un deuxième tour de draft. Donc, Ouais, c'est terrible. pour dire déjà que la valeur avait commencé à chuter cet été-là. Il fait une année à OKC avec Paul George et Westbrook, mais ils se font éliminer par Utah, premier tour, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis donc 2019, rien, parce qu'il est censé faire Houston, mais il Mais est au bout de viré au 10 bout de 10 matchs. matchs. Ouais. Ouais, à peine 10 matchs. Là, on se dit, c'est fini. Et en fait, non, il revient à Portland l'année d'après. Il revient à Portland l'année de la bulle, du Covid, même s'il revient avant quand même. Ouais, bien. Euh, Il est joueur de la semaine de manière complètement oui, je crois que c'était un peu scandaleuse. Ouais, le award de fin de carrière, quoi. c'est ça. Bon, alors mettons les pieds dans le plat, on va arrêter de rire parce que faut pas qu'on pense qu'on est des haters quand même, que je suis un hater. Parlons Non, pas sérieusement. moi, pas moi. Oui, effectivement. Parlons sérieusement. Pour moi, c'est un des joueurs chez qui il y a la plus grande discontinuité, disproportion entre son image et son niveau, son impact réel finalement. Et je trouve que sa décennie n'est pas au niveau de son talent et que finalement on a une décennie assez pauvre. On a une décennie. Alors, déjà, pour moi, effectivement, Carmelo Anthony, c'est plus un joueur. Même si beaucoup vont considérer que 2012-2013, c'est sa plus grande saison en carrière, pour moi, Carmelo Anthony, c'est avant tout un joueur des années 2000. Ouais. Ouais. C'est avant tout un joueur qui arrive, un peu comme Blake Griffin, extrêmement abouti, je trouve, capable
de produire, il est à un niveau athlétique où il est capable d'être la meilleure version de lui-même. Et comme il est déjà extrêmement technique dans une décennie où son profil de ball hog, un peu de scoreur avant tout, et qui lâche peu la gonfle, on va dire, fait encore recette, alors que c'est un peu le dernier des Mohicans dans les années 2010 avec ce type de jeu-là, et que ça va lui être extrêmement préjudiciable, je pense. Ça et le fait que en 2014-2015 il joue blessé, et je pense que ça a fini d'achever son potentiel physique. Ouais, effectivement. Comme tu dis, je pense qu'il a plus d'impact sur les années 2000. Si un jour on fait un classement des années 2000, on dira plus De de bien. meilleures choses sans doute, ouais. Mais comme tu dis, alors peut-être commencer par le très positif. Effectivement, cette saison 2013, je crois qu'il finit pas loin du MVP dans le classement, il me semble. Quoique non, c'est l'année où LeBron est premier unanime à un vote près, qui du coup est le vote pour Carmelo Anthony. C'est ça, mais il me semble Mais qu'il est troisième pour le coup. Je ouais, crois mais qu'il est devant. Et... moi, mon problème que j'ai malheureusement, c'est que, alors oui, c'est une belle saison. On est quand même très loin des standards d'élite, quoi. Je sais qu'il y a un peu cette image un peu mystique de cette saison-là avec Carmelo Anthony. Pour dire les chiffres un peu concrets, on est sur du true shooting plus, donc l'efficacité du scoring individuel par rapport à la moyenne, il est à 105, donc 5% dessus de la moyenne, sur un usage de 35%. Ouais. 5% dessus de la moyenne sur 35% d'usage, c'est très gros comme usage, c'est bien, c'est même très bien. Il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est très loin, mais c'est très très loin de ce que les meilleurs joueurs de la décennie ont pu faire sur un tel usage. Des Kevin Durant, des Stephen Curry, des LeBron James, ils vont taper du 120, carrément, plus de Ouais. 20%. Même James Harden, il va à 116 en termes de pic. Voilà, Carmelo Anthony, c'est sympa, 35% d'usage, plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, et surtout, en fait, voilà, exemple, là, je sens que les insultes viennent petit à petit dans la tête des auditeurs. Mais, 106 de true shooting plus et plus 30% d'usage, c'est James Harden en 2022, par exemple. Ce qui n'est pas considéré comme une bonne saison du côté des Sixers pour James Harden. Mais bref, donc il y a un peu un côté image qui, à mon sens, a dépassé le côté sportif. Et ce que je peux comprendre, parce qu'il y a ce côté du scoring, il y a le côté style qui est très beau. L'esthétique, Euh, et oui, esthétique, c'est un très beau joueur. Mais je trouve que c'est un très bon exemple, Carmelo Anthony, de à quel point, enfin, la différence entre un joueur de basket en 1 contre 1 et finalement le basket en tant que sport d'interaction entre 10 joueurs sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'en 1 contre 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs plus forts que lui, mais c'était pas. Si tu prends le jeu d'interaction, le basket en lui-même, c'était pas un des 5 meilleurs de NBA, quoi. Alors, de toute façon, je pense que ça a toujours été un des grands problèmes de Carmelo Anthony, ça a été le fait de rentrer dans un moule et d'accepter de faire confiance à ses coéquipiers. Je pense qu'effectivement, il aurait pu être un meilleur distributeur, un meilleur passeur, parce qu'il avait visiblement le toucher et la vision pour le faire, mais il n'avait pas la mentalité qui va avec. Maintenant, quand même, par rapport à on va dire ces 2 saisons là à New York, Ouais. 2012-2013, 2013-2014, où il est extrêmement fort, je trouve qu'il faut quand même rappeler que Carmelo Anthony, parmi les grandes stars de la NBA, c'est probablement un des joueurs, alors, qui a été le plus mal entouré ou qui s'est le plus mal entouré, je sais pas. Ça, Ouais. je pense qu'il a des responsabilités dans les choix de carrière, mais il fait quand même ses saisons avec 35% d'usage ou 32% l'année suivante et une efficacité, comme tu dis, qui est bonne, mais pas non plus exceptionnelle. Mais là où, par exemple, tu cites un James Harden qui avait à côté de lui Chris Paul, un effectif avec un spacing idéal, le meilleur, en tout cas, le meilleur scoreur qu'a Carmelo Anthony dans cette période-là, c'est J.R. Smith. J.R. Smith, dans une équipe qui joue quelque chose de sérieux, par exemple à Cleveland, c'est une 5e option offensive. Ouais. Voilà. Et donc, je trouve que c'est difficile aussi de lui reprocher de ne pas avoir eu une efficacité énorme, alors qu'on sait qu'autour de lui, le spacing était mauvais, qu'il n'y avait pas vraiment de danger. C'est-à-dire que cette année 2012-2013, il faut rappeler que son meneur de jeu, c'est un Jason Kidd qui a, je crois, 38 ou 39 ans. Oui. Autour de lui, il me semble que sur le poste d'ailier fort, Amaris Mayer ne joue quasiment pas de la saison. Il a Tyson Chandler au milieu, qui est quand même pas la personne idéale pour quelqu'un qui aime attaquer le cercle. Et ensuite, ouais, son gros score à côté, c'est J.R. Smith, qui est ni un bon distributeur, ni un gros danger offensif, même si c'est probablement sa meilleure saison en carrière. Là où je suis pas trop d'accord, c'est qu'au niveau du spacing, c'est que justement les Knicks de 2013, c'est la première équipe de la décennie à avoir un excellent spacing et à pousser le bouchon très loin au niveau du 3 points. Cette année-là, c'était Houston et New York, les premiers à faire vraiment des énormes totaux de 3 points. Donc là-dessus, sur le spacing, je suis pas trop d'accord, mais je veux bien t'accorder que effectivement l'effectif n'était pas fou non plus autour, quoi.
Bah voilà, moi j'avais l'impression qu'on avait beaucoup de role players, souvent d'ailleurs sur la fin de leur carrière, et que cette saison elle est incroyable parce que justement ils mènent cet effectif de joueurs qui sont pour beaucoup dans leur dernière saison, hein. C'est le cas de Rachid Wallace, c'est le cas de Jason Kidd. Et que ça, mine de rien, ça prouve quand même le talent du joueur et au moment où il est encore suffisamment athlétique pour vraiment tirer le meilleur de ce qu'il était, quoi. Je me demande à quel point il faut lui donner du crédit pour 2013. Alors, je dis pas qu'il faut pas lui en donner du tout, hein, c'est pas ça, mais tu vois, finalement, en 2014, l'effectif est pas si différent que ça, Ouais. et ça fait même pas les playoffs, quoi. Ah, il y a plus Jason Kidd. Il y a plus Jason Kidd, et pour moi, tu disais Jason Kidd qui était vieux, mais je pense qu'il avait une sacrée valeur encore, hein, Jason Ouais, Kidd, cette année-là, et donc voilà, je suis d'accord. c'est un peu ça qui est dommage. Et effectivement, on dit pas qu'il est nul au basket, effectivement, mais c'est juste que par rapport à des critères et d'exigence assez élevés pour un top 100 de décennie, et par rapport à d'autres stars NBA, c'est un peu ça l'idée. Le truc, c'est que là où James Harden, tu lui files une équipe complètement naze, il va arriver à élever le niveau plancher. Westbrook, c'est pareil, etc., etc. Je trouve que Carmelo n'avait pas ça, quoi. Carmelo ne pouvait pas élever à lui seul le niveau minimum, le niveau plancher d'une équipe autant haut que d'autres, peut-être. Parce que scoring pas à ce point efficace, parce que pas de playmaking du tout, ou pas beaucoup. Et en plus, par ailleurs, des problèmes de défense. Mais à la limite, on peut les accepter s'il y a de la production offensive. Mais voilà, là aujourd'hui, l'exercice c'est de mesurer sa valeur. Mais on est quand même obligé de dire que la défense était quand même un peu pas bonne, hein, on peut le Ouais, à dire part par clairement. séquence, et encore, bon, dans les années 2010, c'est très rarement. C'est ça, ouais. Voilà, mais alors, cela dit, j'arrive quand même à le mettre dans ces joueurs pour moi qui te donnent un niveau plancher. Je sais pas si c'est une erreur de ma part, mais j'ai l'impression que si on prend effectivement toute sa carrière, pour moi c'était un joueur qui t'a apporté un niveau plancher. Alors pas un niveau plancher qui allait te faire de toi une équipe qui peut jouer le top 4, top 5, mais finalement quand on regarde la qualité globale des effectifs qu'il a eu, quand on lui mettait un autre joueur assez fort ou un autre joueur qui était capable d'apporter une identité de jeu. Et c'est pour ça que je trouve que l'exemple de Jason Kidd est assez intéressant. Parce que, comme tu dis, l'effectif de 2013-2014 n'est pas si différent. Mais à partir du moment où on enlève cette voix et ce joueur qui apportait peut-être une cohérence collective, Ouais. et qui permettait justement à Carmelo Anthony de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire scorer et porter en tout cas le scoring d'une équipe, bah, de suite ça magnifiait Carmelo Anthony et on voyait que bah, on peut se dire peut-être que s'il avait eu un Chris Paul un jour à côté de lui, ça aurait pu être assez exceptionnel comme un Oui, bien sûr. roster. Oui. Donc Après, je pense que oui, il donnait un niveau plancher. C'est juste qu'il était très bas, quoi, ce niveau plancher, quoi, parce que tu vois, enfin, ils font pas les playoffs New York, quoi, sur toute la décennie presque. ouais, alors bah, en fait non, il rate. Bah, Après 2013, hein, je veux dire après 2013. voilà. Lui est Mais encore bon, quoi. Enfin, je veux dire individuellement, il est pas si différent que ça que le début de décennie, et pourtant, ça fait pas les playoffs du tout, bah, quoi. il n'y a que cette saison-là en fait, il me semble, parce que ça fait pas les playoffs en 2013-2014. En 2014-2015, il me semble Non qu'il plus. joue blessé pour arriver jusqu'au All-Star Game et après il arrête sa saison. Et après, est-ce qu'on peut lui reprocher cette équipe avec Derrick Rose, Joachim Noah Non, effectivement. Bon, je Non, sais non, pas. mais et mon autre problème aussi, c'est que alors peut-être aussi que lui-même, comme tu dis, a commencé à avoir des problèmes de blessure, et donc voilà, on peut pas lui reprocher parce qu'en plus lui-même était pas à son niveau de Denver, hein. Ça c'est peut-être aussi assez Ça, évident et à noter. Peut-être que le Carmelo de Denver aurait peut-être plus élevé le niveau des mauvais Knicks, peut-être, si on peut dire. Mais l'autre problème que j'ai, c'est que bah, il y a 4 séries de playoffs sur la décennie pour lui, donc 3 années au premier tour et une année au deuxième. Et finalement, tu vois, en termes de minutes en playoff, il a le même minutage que Goran Dragic, que Patrick Beverley, que Eric Bledsoe, que Terry Rozier et que Alfaro Camino. mm. Donc c'est là où c'est encore une fois, on ne juge pas le joueur sur sa carrière, on juge ses performances, sa production et sa valeur cumulée sur la Sur décennie. la période, ouais. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de playoffs pour moi. Donc malheureusement, c'est un peu le problème. Et du coup, on peut enchaîner avec ton classement, sauf si tu as d'autres trucs à rajouter, hein, je t'en prie, hein, vas-y. Non, non, non. Bah, de toute façon, je pense que on savait qu'on allait se focaliser sur le début de la décennie parce qu'après, Ouais. je pense qu'il vaut même pas en parler. Euh, je pense que tu aurais pu donner son usage à partir des années OKC, ça aurait été même méchant. Donc, enfin, son shooting surtout. Donc, du coup, ouais, il reste pas énormément d'années et au niveau du classement, bah, j'ai pas envie de le dire. Vas-y, dis-le. Putain, c'est dur. Parce que, en fait, je crois que j'ai pas réfléchi où je le mettais, lui. Parce que je savais pas.
Tu voulais pas Je réfléchir. voulais pas, ouais, je voulais pas le faire. Et du coup, je me dis, mais attends, je vais quand même pas le mettre derrière JJ Redick. Ah, t'étais à ce point. Non, je dirais que je le mets entre Gordon Hayward et Tyson Chandler. Ouais, je l'imaginais un peu dans cette zone aussi, effectivement. J'avais un peu en point de repère Kevin Love où je pense que je le mettais en dessous de Kevin Love. Bah, le truc, c'est que Kevin Love, il y a quand même une décennie. Bah, lui, en fait, il a son pic en carrière, Kevin Love. C'est-à-dire qu'il a sa période Minnesota où il a 2 belles saisons. Et même s'il n'est pas dans un rôle majeur à Cleveland, mine de rien, bah, lui, il est là, il y a des minutes en playoff. Ouais, ouais, ouais. Alors Non, je suis Carmelo, d'accord, je suis bon. d'accord. Donc ouais, je le mettrais derrière. Et même Gordon Hayward, hein, je trouve qu'avant 2017, il a quand même 3-4 belles années, quoi. Gordon Hayward, c'est un peu la question. J'aurais presque envie de le mettre entre les deux, mais peut-être que. Tu vois, au final, c'est peut-être moi qui le mets plus au-dessus que toi C'est fou, ça. dans mon classement. Je sais pas, je suis complètement perdu sur Carmelo Anthony aussi. Ouais, je pense qu'on va le mettre à peu près dans cette zone. Est-ce qu'il mérite d'être devant Tyson Chandler, du coup, pour toi? Je sais pas, je trouve que c'est quand même une autre envergure, quoi. C'est vrai. Au niveau de création, au niveau de responsabilité, ouais. Oui, je pense aussi. Non, là, ce serait trop dur. Ça, je peux pas. Écoute, je vais trancher la poire en deux. Je vais le mettre entre Love et Hayward. Allez, je te suis, ça m'arrange. Ah non, toi, tu voulais le mettre Hayward au-dessus, c'est ça? Moi, j'allais mettre Hayward au-dessus, ouais. Euh, Avec un petit peu, parce que Gordon Hayward, pour le coup, il me semble qu'il démarre sa carrière au début de la décennie et qu'il décolle pas hyper rapidement non plus. Ouais, ouais. Le Si, problème, non, c'est que c'est dur de le mettre derrière Gordon Hayward. Surtout que après 2017, il a quand même eu quelques années compliquées. Non, je mets Carmelo devant. tu mets Carmelo devant Hayward. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Alors, on va trancher comme ça pour l'instant. Je vais être On va opportun. marquer Carmelo ici. Donc, pour l'instant, ça voudrait dire entre Kevin Love et Gordon Hayward. Pour l'instant, en tout cas, on pourra en rediscuter, évidemment, notamment dans le Discord. Allez-y. Et donc, voilà. Ok, ok, on Hayward, reste. quand même, ouais, non, quand même, on parle d'un joueur qui tire à 40% dans sa 4e saison. Non, c'est dur quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On met Hayward dessus? Ah, non, mais Hayward derrière, hein. Ok. Je ne Ok. l'accepterai pas. Ok, restons comme ça pour l'instant, en tout cas. On avancera les réflexions au fur et à mesure. S'il y aura des modifications à faire, bon, tu vois, on a réussi, ça va, on l'a fait. On l'a fait, ouais, non, ça va. Écoute, on l'a même fait vite, je trouve. Du coup, un petit quiz pour finir quand même. Alors, non, alors, comme je t'ai déjà fait un quiz de Denver, j'étais parti sur un autre quiz du coup. Qui joue ce match? Le premier match de Carmelo Anthony à New York. Donc nous sommes le 23 février 2011. C'est Milwaukee qui joue contre l'Enix. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de Milwaukee 2011 et de New York 2011 qui jouent ce match-là? Alors, on est Milwaukee 2011. Des Milwaukee On est dans les bas-fonds de la décennie là. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a Brandon Jennings? Jennings est là, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà Monta Ellis? Je dirais non. Non, pas encore. Pas encore. Il y a Andrew Bogut? Bogut est là, effectivement. Putain. C'est chaud, hein. Alors, on a un ailier qui était arrivé pas longtemps avant, qui était passé par Chicago, qui était passé par Sacramento. Je sais pas comment trop le décrire. C'est John Salmons Ah ouais, oula. à l'époque. Arsad Ilyasova. Eliasova est là, évidemment, bien sûr. Ouais. On a un shooter argentin, si je dis pas de bêtises, Shooter. à Milwaukee, Carlos Delfino. Boozer Tu l'avais qui pas? vient. Ouais, non, je l'avais pas. Mais effectivement, maintenant que tu me dis, mais il joue à New York lui aussi après, non? On avait aussi, alors je crois que je les ai fait, déjà donné cet indice, le mentor de Joel Embiid, un Camerounais, un ailier défensif qui était à Milwaukee à l'époque. Tu l'as dit, je l'ai entendu, je m'en souviens déjà pas. C'était Lukemba Amouté. Ah oui, 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 bah oui. Et après, je t'épargne les Corey Maggette, Kenyon Dooling et John Brockman. Celui-là, je le connais pas. Et du côté de New York, On est en 2011, hein, donc il n'y a pas Tyson Chandler. Il y a déjà Amare Stoudemire. ouais, Alors attends, dans le trade, il y a quand même un paquet de monde qui part. Donc il n'y a pas Gallinari, il n'y a pas Wilson Chandler. Il y a Chauncey Billups, forcément. Hmm. À moins qu'il soit arrivé quelques jours après. Non, il est là. non, c'est bon, c'est bon. Alors, on a quelqu'un qui, d'ailleurs, que j'aime d'Atlanta maintenant, était joueur des Knicks à l'époque. Ah ouais, Landry Fields. Landry Fields. Il est GM d'Atlanta, très bien. Et après, on avait le pivot, c'était un Français. Je sais pas si tu te souviens qu'il était passé par les Knicks. Oh, Ronny Turiaf? Ronny Turiaf, effectivement, joue ce match-là. Et je vais t'épargner les derniers Knicks. On avait Tony Douglas qui était là. Ouais. Shawn Williams.
et Henry Walker. Ah ouais. Donc, Non, voilà. ouais. L'effectif, il était pauvre. Hein. C'était un match de gala. Mon Dieu, quoi. Grand match de gala pour la première de Carmelo Anthony.